Laurent Roland Tourniquet, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour. Bienvenue. Merci. Heureux de vous retrouver ce matin en plateau. C'est un plaisir. On démarre par le quotidien Info Matin qui écrit « Lever avec effet immédiat des sanctions contre le Niger et compagnie. La CEDEAO, tout ça pour ça ». Est-ce que je dirais tout ça pour ça? C'est une bonne nouvelle que de comprendre, de constater que par la suite, les chefs d'État de la CEDEAO ont fini par retrouver le chemin de la raison dans une certaine mesure pour lever les sanctions contre le Niger. Parce que les sanctions contre le Niger depuis ce coup d'État contre le président Bazoum, on a mis des sanctions, mais est-ce que ça pour autant a amené les Nigériens à fléchir? Non. Est-ce que ça a amené la junte à fléchir? Et donc finalement, nous avons constaté que la peur a changé de camp. Parce que dès lors que le Niger, le Mali et le Burkina Faso se mettent ensemble, créent l'AES et décident de quitter la CEDEAO, c'est un problème essentiel pour la CEDEAO. Il fallait trouver les moyens pour régler ce problème. Et donc, oui, nous y sommes. La CEDEAO a fini par comprendre que c'était un mauvais choix et de revenir sur la décision et d'ouvrir les frontières. Mais en l'état, est-ce que la partie nigérienne est prête à ouvrir les frontières? On a pu voir lire qu'un citoyen a voulu forcer pour aller au Niger par la frontière qui a été abattue. Malheureusement, on ne souhaite pas de tels cas à l'avenir, que les gens prennent leurs responsabilités dans une certaine mesure. Mais la tension a tellement duré. Et notamment, aujourd'hui, ce n'est plus malheureusement seulement un problème entre le Bénin, le Niger et la CEDEAO. C'est devenu un problème entre le Bénin et le Niger. Et ça, c'est ça que nous avions déploré. Depuis que ce coup d'État a eu lieu, on nous a traité de tous les noms d'apologistes de coup d'État. Ça a pris dans tous les sens, des réunions sur réunions, tel journaliste ou tel média, il fallait suivre ça. Et là, d'ailleurs même, j'ai posé la question. Dès lors que la CEDEAO revoit sa position aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du groupe de presse, la Gazette du Golfe, qui en réalité avait pris fait cause pour la situation au Niger. Et donc c'est la raison qui les a menés à sanctionner ce groupe de presse. Aujourd'hui, que les chefs d'État de la CEDEAO, en tout cas, capitulent en griffe, parce que j'ai vu un journal même écrit que voilà, Tinubu capitule. Donc, quand on fait tout ça, qu'est-ce que nous faisons de ceux-là que nous avons sanctionnés dans le cadre de cette situation? C'est autant de choses qu'il faut se demander. Moi, je pense que les prochaines fois, la CEDEAO ferait mieux de s'en prendre uniquement à ceux qui sont auteurs des coups d'État plutôt que de s'en prendre à tout un peuple. C'est vrai qu'on me dira, oui, quand on prend telle décision, c'est que quand les citoyens seront débordés, ils vont se lever, ils vont marcher. Il faut croire que c'est la stratégie, sauf que malheureusement, vraisemblablement, elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Parce qu'on constate que les peuples accompagnent au Mali. Nous avons vu comment la CEDEAO a pris des sanctions à un moment donné, mais le peuple a accompagné la junte au pouvoir. Assimi Goïta est resté serein, a continué. Et d'ailleurs, le problème fondamental, c'est que pendant que nous disons que nous sanctionnons ces pays puissent dans leurs réserves pour lutter contre le djihadisme. Ce que même les puissances étrangères qui sont derrière ces pays n'ont pas réussi à faire en 10 ans, 15 ans, ces pays, dans une sorte d'autarcie, ont réussi à régler ce problème. Ce que la CEDEAO n'a pas réussi à régler, parce qu'on a pu voir que... Enfin, n'ont pas réussi, mais... N'a pas réussi à régler. Se débrouillent. Disons que ces pays se débrouillent. Mais pour le moment, il y a moins d'attaques. Est-ce qu'il y avait un mois où il n'y a pas d'attaque au Mali, au Burkina Faso, au Niger? Mais actuellement, il y a moins d'attaques. C'est-à-dire que la situation est plus ou moins sous contrôle. Alors, la CEDEAO, on n'a jamais vu les chefs d'État-major de la CEDEAO se réunir pour autant pour parler de lutte contre le djihadisme. D'autres pays s'en foutaient pratiquement pas mal. Mais il a fallu qu'on parle du coup d'État pour que déjà à plusieurs reprises, on rassemble à plusieurs reprises les chefs d'État-major de la CEDEAO pour dire il faut aller attaquer le Niger, il faut déloger la junte au pouvoir, il faut libérer Bazoum, autant de choses. Donc je pense que nous sommes à un carrefour de remise en cause de la CEDEAO. Et les chefs d'État de la CEDEAO doivent pouvoir s'asseoir et repenser les fondamentaux de cette organisation sous-régionale pour dire quelle était l'idée première des pères fondateurs de la CEDEAO. Qu'est-ce que cela visait? Qu'est-ce qu'ils ont pensé en créant la CEDEAO? Quel était le premier but dans cette mesure? On a parlé d'une organisation d'intégration, mais au moins un moment où vous prenez des mesures pour bloquer un certain nombre de choses à certains citoyens, c'est vous qui êtes déjà le problème pour l'intégration des peuples.
dans une certaine mesure. On a tout fait de considérer, de dire que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ce qu'ils ont fait en créant la ES, que c'est contre l'intégration. Mais la première décision qui était contre l'intégration, c'est la décision prise par la CEDEAO qui met en difficulté ces peuples-là, alors que ce n'est pas ces peuples qui étaient les problèmes, mais c'est les dirigeants de ces peuples qui sont des putschistes en griffe, qui sont des putschistes, qui sont les problèmes dans une certaine mesure. Donc, je pense qu'à l'avenir, les chefs d'État de la CEDEAO doivent pouvoir s'asseoir et discuter pour dire quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour faire mal beaucoup plus aux dirigeants plutôt que de faire mal aux populations. Les populations se plaignent au Niger. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la société civile qui prend la parole, qui dit, écoutez, la junte n'a pas le droit de faire ci, ne doit pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, le premier soutien que la junte a eu dans cette situation, c'est le peuple nigérien. Et donc, ils seront obligés d'écouter d'abord le peuple nigérien. Et dès lors qu'ils ont déjà réussi à trouver des portes de sortie, ça pose un problème. Et c'est pourquoi je disais la semaine dernière qu'en temps normal, une fois que les sanctions sont levées, première chose, le président du Bénin doit pouvoir se rapprocher des têtes couronnées, des leaders religieux, qui doivent prendre contact avec des leaders religieux du Niger. Ça commence par là. Parce que sur le plan politique, nous avons échoué, il n'y a pas d'entente. Les gens ne veulent même plus discuter avec nous. Et donc, il faut trouver, peut-être ceux-là, parce que je l'ai dit, quand vous regardez dans l'entourage de Tiani, il y a toujours quelqu'un qui peut lui parler pour le calmer. Et donc, identifions cette personne. Prenons pas les têtes couronnées, prenons pas les leaders religieux, l'Union islamique du Niger, peut-être l'Union islamique du Bénin, dans une certaine mesure, que ceux-là s'asseyent d'abord pour parler, que la société civile du Bénin soit associée dans une certaine mesure, même si aujourd'hui on ne le sent plus pour autant, et qu'il faut que le gouvernement mandate la société civile du Bénin et que la société civile du Bénin aille rencontrer la société civile du Niger pour discuter, parce qu'on a pu voir, comme je l'ai dit, des acteurs de la société civile prendre la parole pour dire eux, ils ne sont plus d'accord. Donc, il faut chercher les voies de moyens. Il ne faut plus chercher à discuter de chef en chef. Il vaut mieux passer par ces personnes-là qui peuvent calmer la situation. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir régler le problème qui se pose. En tout cas, Nord-Sud Quotidien nous apprend ce matin que le Bénin a bien levé ses barrières, mais que le Niger, non. Moment, le Niger, non. Quotidien dont le nom m'échappe, mais je me rappellerai très certainement, écrivait donc également ce matin que voilà, la CEDEAO, tout ça, pour ça, la CEDEAO qui, au travers de ce sommet extraordinaire, a également mis eh bien, en lumière on va dire, les possibles impacts d'un retrait de ces trois nations de la communauté. Laurent Roland Tonekes. Oui, vous savez, ces trois nations, fort heureusement pour ces nations d'ailleurs, ont assez de ressources du sous-sol. D'accord? Et ce qui fait d'ailleurs les forces. Quand vous prenez le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le pétrole, l'uranium, l'or et autres dans une certaine mesure. Et donc, rien que pour ces ressources-là, avec ces ressources, ces pays-là peuvent se développer. Mais le problème, c'est que quand ces trois pays décident de se retirer, c'est que alors ils coupent les ponts avec tous les autres pays de la CEDEAO. Alors qu'en réalité, ces pays ont des liens avec ces pays de la CEDEAO. Quand je prends tout simplement le Bénin, notre pays, le Bénin, je dirais pratiquement que le port de Cotonou est le port le plus utilisé par les Nigériens, par les Maliens et les Burkinabés dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le Mali aussi, de l'autre côté, travaille avec le Sénégal, mais beaucoup plus le Niger et le Burkina Faso. Et quand on sait que la grande partie des transactions de ces pays passent par le Bénin dans une certaine mesure et qu'on en arrive à constater que cette situation a amené ces pays à se retirer, ces pays, étant donné qu'à un moment donné, le Niger notamment prend le Bénin comme un adversaire de taille dans cette crise, dans cette mesure, ça profite à d'autres pays. Mais en même temps que ça profite à d'autres pays, c'est que ça fait des manques à gagner pour la CEDEAO. Parce qu'à un moment donné, on est arrivé, on tend vers une situation où ces pays ne voudront plus collaborer avec, d'ailleurs même en sortant de la CEDEAO, c'est qu'ils ne veulent plus collaborer avec la CEDEAO. Alors qu'en réalité, nous avons besoin d'une synergie d'action dans la sous-région pour la mobilisation de ressources, pour le développement des communautés, pour un certain nombre de choses qu'on doit faire. Et c'est en cela que leur retrait était véritablement un problème pour la CEDEAO. Et la CEDEAO, plutôt que d'être la CEDEAO des chefs d'État, doit travailler à être la CEDEAO des peuples. D'accord, un problème pour la CEDEAO, mais un problème également pour ces trois nations, ne l'oublions pas, puisque dans le communiqué final, justement, alors, il n'aurait peut-être pas pu en être autrement, la CEDEAO, mais en relief, justement, les impacts, comme je le disais, de cette sortie de ces trois nations de la CEDEAO impactent autant
pour ces trois nations, mais également pour les autres qui restent donc au sein de la communauté. Ouattara s'est empressé de dire que le Burkina Faso aura des problèmes dans quelques jours, qu'ils n'auront pas l'argent, les gens vont mourir de faim. Il s'est empressé de dire la même chose pour le Niger. Est-ce que vous avez entendu ou est-ce que vous avez vu des images quelque part où les Nigériens meurent de faim quelque part? Est-ce que vous avez vu des images ou des audios où les Burkinabés meurent de faim quelque part? En fait, le problème, c'est qu'on a tout fait de penser que les gens ne peuvent pas développer une sorte de résilience dans une certaine mesure. Écoutez, quand vous regardez les sanctions contre ces pays, ils sont allés jusqu'au niveau du gel des avoirs de ces pays au niveau de la BCEAO. Bien sûr. Et pourtant, ces pays ont continué à vivre. C'est en fait le problème pour dire quoi? Oui, ces pays ont un problème à un moment donné. Mais au fond, si ces pays ont pu développer cette résilience depuis plusieurs mois, ça veut dire que la CEDEAO avait tout intérêt à revoir sa décision parce que là où nous allons, les gens vont puiser, en tout cas, vont développer une sorte de résilience, vont puiser dans leurs réserves, continuer à vivre. Et là, ça va être un problème pour l'intégration sous-régionale. La réaction, en tout cas, de ces trois pays est attendue et c'est un sujet sur lequel on revient dans l'actu décalé du jour avec Hamzat Abdoulaye et Olivier Michel de Compos, tous deux consultants et analystes géopolitiques. Un sujet dont on ne parlera pas sans vous, dont vous aurez la possibilité de nous appeler au 96 76 68 68 ou de réagir via le Meta, la page Bénin Eden TV. Laurent Roland Toninquez, revenons au Bénin. Nous sommes lundi 26 février 2024 et la presse nous apprend que ce matin, les députés ont rendez-vous au Parlement concernant la relecture du code électoral. Oui, ils sont attendus sur ce terrain, sur ce dossier, même si ça va dans tous les sens, qu'on a déjà maintenant la proposition, il y a aussi la proposition à Akhenaton également, avec pratiquement oui, 60 députés qui auraient déjà signé, en tout cas. Ils sont d'accord pour voilà, une révision, enfin que le projet soit étudié en urgence? Oui, donc il y a ça, mais il y a aussi la proposition des démocrates. Alors on attend de voir laquelle des propositions passera, parce que quand vous regardez la proposition à Akhenaton et que vous comparez à la proposition des démocrates dans une certaine mesure, je crois qu'il y a matière à se poser mille et une questions. Mais on attend de voir ce que les députés vont nous sortir de leur cuisine à Porte Nouveau. On attend de voir ce qu'ils vont servir au peuple. De toute façon, plus rien ne devrait étonner. D'accord? Plus rien ne devrait étonner. Il vaut mieux peut-être se préparer au pire plutôt que de rester là à espérer positivement pour être surpris négativement. Moi, je pense que les gens doivent pouvoir psychologiquement développer cette attitude désormais au Bénin, c'est-à-dire vous préparer à toute situation éventuelle. Au cas où on dira qu'on a changé de temps, qu'on a fait ci, ou de toute façon. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en a suffisamment parlé. Moi, je pense qu'il faut attendre maintenant qu'ils aillent faire ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'on leur a demandé de faire. Et nous allons aviser. Allez, pendant ce temps et sur le même sujet d'ailleurs, El Farouk Soumano a été reçu sur nos antennes ce week-end sur l'émission L'entretien du dimanche de Doclam Abalo. Et selon ses dires, justement, le quotidien, l'événement précis les relate, on focalise l'attention sur la révision pour faire passer d'autres lois. Oui, vous savez, il y a la session parlementaire qui a été prévue, en tout cas, ce n'est pas que le code électoral, ce n'est pas que il y a beaucoup d'autres lois. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont passer. En fait, les acteurs politiques, moi je crois que je l'ai dit il y a quelques jours ici pour dire, quand les acteurs politiques veulent atteindre un objectif, c'est qu'ils envoient tout comme au peuple, comme on envoie à un chien un os à croquer. Et donc, pour le distraire. Voilà, on vous envoie un os à croquer et tout le monde, tel des chiens, on est concentré sur ce os à croquer et puis les gens passent derrière nous parce que la politique aussi c'est l'art de ruser, de rager, je ne sais quoi. Oui, c'est l'art de la ruse. Oui, mais non, je veux pas. Il y a un autre verbe qui m'échappe là. De toute façon, c'est-à-dire, quand le voleur vient dans la maison et sait que votre chien aime les os à croquer, il lui lance un os là et le chien entend croquer et il lui passe derrière le chien pour aller commettre son forfait. Donc, nous sommes dans ce cas de figure. On nous lance révision de la Constitution, on nous lance révision du Code électoral, mais pendant ce temps, beaucoup d'autres choses se passent dans le pays. Mais nous avons tous l'attention focalisée sur ça. Et un jour, nous nous lèverons, nous nous rendrons compte
oui, le mal est fait, malheureusement, et on ne pourra pas revenir en arrière pour parler. Et je crois que oui, il a raison. Il fait bien de le dire. D'attirer l'attention des uns des autres c'est très important. Sur le sujet. Nous devons, dès lors que ce débat a été fait, passer à autre chose, essayer de suivre les acteurs politiques comme du lait sur le feu. Je crois, d'ici de cette année 2024 à 2026, il va falloir que tout le monde soit en éveil parce que c'est discrètement qu'une virgule peut passer dans un texte et que cette virgule soit interprétée autrement par d'autres acteurs. Encore que la Cour constitutionnelle nous a planté le décor il y a quelques semaines en disant, notamment concernant Bertin Covey, qui disait que appeler à un troisième mandat n'est pas violer la Constitution. Et là, en la matière, cela suppose que tout le monde peut se lever pour dire n'importe quoi et n'importe comment, et tout le temps, dans cette mesure, parce que oui, la Cour constitutionnelle nous a dit que ce n'est pas un problème, ce n'est pas, en tout cas, un péché. Cela ne constitue pas une violation, de la Constitution. Alors que, par exemple, parce que la Constitution du Bénin, c'est comme en fait notre fétiche. Et quand on dit que le fétiche, on ne lui donne pas du soulabi, et que vous demandez quelqu'un commence par crier là-bas, donnez du soulabi au fétiche, donnez du soulabi au fétiche. On le dit dans un village, tout le village se révolte contre cette personne qui le dit. Et on doit interpeller cette personne. On fait une réunion familiale pour dire attention, ou on réunit un village pour dire ce que tu dis là, c'est dangereux pour notre communauté. Mais, écoutez, on dit, c'est même écrit dans la Constitution qu'en aucun cas, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est d'ailleurs ceux qui sont là qui ont amené cette phrase-là. Donc, quand on dit ça, que quelqu'un qui prétend soutenir ce pouvoir en arrive à dire qu'il faut aller en troisième mandat, alors qu'en réalité la Constitution ne permet pas. Et d'ailleurs, même pour la même audience, le même sujet, Bertin Covey ne s'est même pas présenté à la Cour constitutionnelle. Parce qu'en réalité, il était censé, là-bas, il avait été appelé, il lui-même l'a dit dans un de ses messages audio pour dire que lui n'est pas allé là-bas, qu'on l'a convoqué à la Cour constitutionnelle, qu'il ne s'y est pas rendu, et puis après, on s'en était dit non. Cela suppose que quoi, nous devons être sur nos gardes, parce qu'une virgule, un point, bien placé ou mal placé, peut prêter confusion. À vous entendre ce matin, on aurait l'impression que vous remettez en cause une décision de la Cour qui, je ne remets pas en cause. Sans recours, évoluant. Je ne remets pas en cause. Non, oui, en fait, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, mais ça n'empêche pas d'analyser. Bien sûr, bien sûr. Allez, Laurent Roland-Tonniquet, c'est Info Matin, qui a écrit donc ce matin, relecture du code électoral, probable reprise des débats. Ce jour, on attendra de voir l'évolution des discussions. Avec Info Matin, on peut également lire Olivier Bocor, puisque vous le disiez, beaucoup d'autres choses se passent dans le pays, au-delà de l'attention focalisée sur le sujet de la révision de la Constitution, de la relecture du code électoral. Et justement, ce qui se passe, c'est que le mouvement Osons bâtir le Bénin suscite aussi la candidature d'un certain Olivier Bocor dans le cadre de la présidentielle de 2026. Oui, Osons bâtir O comme Olivier, B comme Bocor. Donc on continue. Les gens de plus en plus seront assez ingénieux jusqu'en 2026 pour susciter la candidature de Olivier Bocor. Moi, je crois que bientôt, on aura certainement l'opportunité Bénin de développer O comme Olivier, B comme Bocor. J'ai pu voir des jeunes, je crois le samedi dernier, je devais aller à Cotonou pour le lancement de livre, et puis sur ma moto, en tout cas confortablement assis sur mon zip. Avec un casque, j'espère. J'ai pas mis de casque. Avez-vous le casque ce jour-là? Non. J'avais laissé le casque le jour-là. D'accord. Parce que j'avais tellement chaud, et puis c'est vrai que c'est pas bon. Hein. Écoutez, c'est pas bon. J'ai enfreint la loi. C'est comme je le disais à un ami ce matin, c'est dans 4 jours. J'espère que tu es prêt. Non, j'ai l'habitude de porter mon casque désormais, mais ce jour-là. D'accord. Oui. Donc, je m'en allais déjà au niveau du carrefour à Conville. J'ai commencé par voir des jeunes en t-shirt blanc et puis avec casquette. Et puis, j'ai dit aux hommes d'attendre, de s'arrêter. D'abord, je veux bien lire ce qu'il y a sur les t-shirts. Et c'est là que j'ai vu Osons bâtir, Olivier Bocor. Ce monsieur est chanceux. Dans la perspective de 2026, les potentiels candidats de 2026, beaucoup de suscitations. Apparemment, il est le plus chanceux. Beaucoup de personnes suscitent sa candidature. Et comme je le dis, il paraît que les gens pensent que je suis contre Olivier Bocor. Je ne suis pas contre Olivier Bocor, je vous le souffle au passage. C'est un citoyen béninois, mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et donc, si Dieu décide que ce soit lui qui soit président en 2026, il le sera. Mais pour autant, on ne va pas se taire sur
sur le fait, sur certaines choses, si ça ne va pas, on ne va pas se taire quand même, de toute façon. Souffrez qu'on en parle. Donc oui, je vois que c'est le plus chanceux. Aujourd'hui, les gens sont prêts à financer les suscitations de candidature en sa faveur, attendant de voir ce que le peuple décide. Parce que croyant en lui, justement, en son potentiel, peut-être? Oui, certains continuent de croire en lui. Moi, je ne crois pas encore en lui parce que je ne l'ai pas encore écouté. Je vais l'écouter d'abord avant de voir si je peux croire en lui dans une certaine mesure. De toute façon, au lieu qu'on reste citoyen et puis on attend de voir et on apprend. J'ai lu beaucoup de choses ce matin d'ailleurs avant d'arriver au plateau. Je crois que nous sommes dans une période où nous devons tous faire très attention dans une certaine mesure. Moi, je le dis, hein, même si vous n'êtes pas en jeûne et que vous sortez chez vous, faites un jeûne forcé. Allez, Olivier Boucaud, membre justement d'une des formations de la mouvance présidentielle, Laurent Roland Toninquès. Parlons justement d'une des formations de la mouvance présidentielle avec le quotidien Le Pays Émergent qui écrit ce matin « Guerre de leadership » à l'UPR dans la 6e circonscription électorale. Victor Tokpanou, Valentin Aditi-Houdé, Angelo Arwandinou, Omer Agbeyon, Léopold Zinsou. Le clash, Maître Joseph Diogbenou, au banc des accusés, des militants émigrent déjà vers le parti Les Démocrates. Oui, je confirme que beaucoup de militants vont vers le Parti des démocrates. J'ai pu discuter avec 2-3 jeunes qui sont leaders dans le parti Union Progressiste au niveau de l'UBR et qui sont prêts à faire une déclaration publique pour aller vers le Parti des démocrates. Je ne trahis aucun secret en le disant. Pourquoi? Parce que les leaders, supposés d'ailleurs leaders, parce qu'il n'y en a pas mieux, est-ce qu'ils valent vraiment le titre de leader? Vous pensez qu'il y en a là, dans cette liste, qui ne sont pas des leaders? À quoi est-ce que vous mesurez le degré de leadership? Il y a des gens que je respecte. Des politiques. Il y a des gens qu'on respectera toujours jusqu'à la mort, à leur mort, ce qui sont à la une de ce journal. D'accord? Mais il y a des gens, est-ce que souffrez que je leur dise clairement, vous devez vous calmer. Exemple? Parce que si on vous laisse seul aller aux élections, est-ce que ça vaut le coup? Victor Tokpanou. Vous voulez parler de poids politique? Oui, Victor Tokpanou, simple. Moi, j'appelle son nom, ça peut me valoir. Professeur de droit. Mais professeur de droit influent à l'université ne veut pas dire être influent sur le terrain politique. D'ailleurs, on a vu son parti FUR, je ne sais quoi. Souboniaï, c'est FUR, c'est pas je sais quoi. Bon. Son parti FUR. FUR, d'accord. Pas FUR, je sais quoi. FUR ou PUR, parce que quelqu'un a créé FUR. C'était entre lui et Oussou Guédé, quelqu'un qui est PUR, quelqu'un a créé FUR. C'est vrai. Finalement, ça a apporté quoi? Politiquement. D'accord? Et on sait très bien comment est-ce que son positionnement... Parler d'un honorable député à l'Assemblée nationale. Oui, mais on sait combien... Professeur de droit émérite. On sait combien son positionnement à la tête du parti, en tête de liste pour les démocrates, a fait grincer des dents. Il est venu moissonner quelque part où il n'a pas semé. Selon vous? Laurent Roland. C'est Laurent qui le dit. Allez, attendez, j'ai pas fini. Oui, donc, après, on parlera de Léopold Zinsou, qui était conseiller communal. Lui, sur le terrain, je le respecte. Il fait beaucoup d'actions sociales. Voilà. Et c'est comme ça, sur ce terrain, il est, pour moi, plus ou moins, l'un des imbattables sur le terrain du social dans la commune. D'abord, dans la 6e notamment. Il faut le respecter. Mais en réalité, quand vous venez, vous voulez vous comparer aux autres, alors qu'en réalité, vous n'avez pas un parcours politique, vous devez vous calmer parfois, tirer. Quand j'entends Tokpanou parler de Houdé, je dis attention, de quoi parlons-nous, où en sommes-nous avec cette affaire? Quand je prends le maire Angelo Arwandinou, c'est mon grand frère quand même, je respecte, mais écoutez, n'eût été la loi interprétative, est-ce qu'il sera maire de la commune d'Abou-Ekravi? Posons-nous la question. Donc, à un moment donné, vous avez la chance à un moment donné de bénéficier de l'aura de pouvoir en place, vous occuper des postes de responsabilité, vous faites profit de bas dans une certaine mesure. C'est vrai qu'au passage, j'envoie tous mes encouragements à M. le maire pour compte tenu de la situation qui traverse ces derniers jours, que Dieu l'aide, que Dieu le fortifie et le sorte de cette situation qui nous revienne plus revigorée. Je suis tenté de le dire ce matin. J'ai de la peine pour lui, pour ce qu'il vit ces derniers jours. Donc, pour dire quoi? Ces clashs que nous observons en réalité, ça construit comment le pays, notamment la 6e ou la commune d'Abou-Ekravi. Nous, on dit par exemple clash. C'est en réalité quand les acteurs politiques s'asseyent et parfois n'ont pas de vision pour leur communauté, qui se mettent dans des histoires de clash. Quand vous avez une véritable vision que vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps pour le clash. Vous allez travailler et le peuple observe les résultats et tranche après.
Mais comme on n'a pas de vision et qu'on est là peut-être que, oui, on a eu la chance de bénéficier de la grâce de tel ou tel acteur politique, on se retrouve soit à la tête de la mairie ou bien on se trouve conseiller communal, on se trouve chef d'arrondissement ou on se trouve député. On veut toujours montrer, soit quelqu'un va organiser une activité et l'autre va dire mais pourquoi c'est lui qui a organisé ou après les autres menacent pour dire c'est les fonds qui sont les problèmes de la 6e ou de la commune d'Abomey-Claville et que nous sommes à ISOP, c'est des bêtises. En 2024, des gens intellectuels ne doivent plus continuer à tenir ce genre de discussion. Donc que chacun fasse profil bas, très important pour le développement de la 6e, pour le développement de la commune d'Abomey-Claville. La nouvelle génération nous parle de la conférence des forces vives de la nation de février 1990, Laurent Roland Tonenquès. Comment Séverin Adjovi a manifesté son amour pour le Bénin? Je pense qu'il relate les faits au travers d'un ouvrage. Oui, Séverin Adjovi qui a sorti son livre Chemin de la réconciliation de la table ronde de Versailles à la conférence nationale du Bénin. Je crois que quand on parle de la conférence nationale, on a tout fait de parler de Monseigneur Isidore de Souza qui a conduit les travaux, on a tout fait de parler des participants, mais il y a des précurseurs. Il y a aussi une activité ou un événement qui a été précurseur de cette conférence nationale des forces de la nation. Et donc, ce précurseur, cet événement précurseur était la table ronde de Versailles. Et à cette table ronde de Versailles, il y a des filles et fils du Bénin qui se sont rencontrés, qui ont discuté avec certaines personnes au-delà du Bénin, et c'est de là-bas que des décisions ont été prises. Et donc, des gens se sont investis. Et je crois que parmi ces personnes, quand vous cherchez à comprendre, Séverin Adjovi fait partie de ces personnes qui sont véritablement investies pour que nous puissions avoir la conférence nationale, pour faire fléchir le général Mathieu Kérékou, qui a accepté finalement qu'on ait la conférence. Puissant général Mathieu Kérékou d'alors. Voilà, pour que nous puissions avoir la conférence nationale. Et d'ailleurs, même quand vous regardez sur la photo, vous voyez Séverin Adjovi et le général Mathieu Kérékou. Donc, c'est autant de choses. Et donc, oui, relater cette histoire dans ce livre, dans une certaine mesure, c'est rappeler à la jeunesse d'où nous sommes partis. Rappeler aussi au gouvernement actuel d'où nous sommes partis. Parce que moi, j'ai de la peine que nous sommes dans la 34e année, en tout cas 34e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, et que je constate que même au sommet de l'État, rien n'est prévu pour nous rappeler cette histoire, ce tournant important de l'histoire de la vie du Bénin. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, pour que Boni soit au président de la République dans le camp, pour que Patrice Talon vienne prendre le pouvoir sans heurts face à Boni, c'est parce que des gens ont posé les fondamentaux, et c'est la conférence nationale. Et donc, je pense que faire en sorte que cette partie, ce point de notre histoire disparaisse, c'est une erreur très grave, parce que nous n'aurons plus de repères. Nous avons traversé la période des coups d'État, l'enfant malade de l'Afrique, la période révolutionnaire, qui n'a pas été, qui au départ était bien prometteuse. Et puis après, on a connu le déclin de la période révolutionnaire. On a pu avoir la conférence nationale qui a aidé à ce que tous les enfants du Bénin se retrouvent au Bénin pour parler du Bénin, pour parler des idéaux sur lesquels il faut se baser pour le Bénin aujourd'hui. Et donc, quand on se rend compte que les vestiges de cette histoire ne sont plus là aujourd'hui, le PLM à l'Edjo, dans une certaine mesure, et puis on n'en parle plus pratiquement, j'aurais aimé que chaque année, qu'on choisisse une date pour nous rappeler la conférence nationale, pour rappeler à la jeune génération ce qui s'est passé, pour rappeler à la jeune génération que nous avons une histoire et on ne doit pas se séparer de cette histoire. Parce que quand on efface une partie de l'histoire, c'est que le boulevard est ouvert aux dérives en réalité. Et c'est peut-être ce que nous observons parfois dans certains domaines, et notamment en politique. Parce que les gens se disent, mais à quoi je me réfère? Et à cette allure, dans 5 ans, 10 ans, plus personne ne parlera de la conférence. D'ailleurs, on n'aura plus d'éléments probants pour en parler. Et c'est la catastrophe pour notre pays. Et je suis très heureux que ce livre sorte. D'autres personnes ont écrit également sur la conférence nationale. Sur le sujet. Il va falloir trouver un mécanisme assez important pour enseigner la conférence nationale. Que la conférence nationale, les travaux de la conférence nationale constituent un chapitre
d'études. D'études, pourquoi pas, justement, en classe de en cours troisième, d'histoire, oui, en classe de troisième ou de terminale. Et qu'à l'université, au niveau de certains curricula de formation, qu'on enseigne ça également pour que nous puissions nous rappeler les grandes figures, les discours. Vous voyez, il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui concernant la Congrès. Quand vous suivez ça, vous êtes fiers des précurseurs, vous êtes fiers de ceux-là qui ont pris part à ces travaux, vous êtes fiers de ceux qui ont pondu. Parce que cette conférence a accouché comment vous appelez, la loi fondamentale de 90, avec laquelle nous avons eu pratiquement, nous avons eu 7 élections législatives sans heure. Nous avons eu, je crois, 5 ou 6 élections présidentielles sans heure. Nous avons eu une élection législative, pardon, l'élection communale de 2003. Oui, 2003, 2008, après les élections, ils ont fait en 2015 parce que les autres ont fait 7 ans. Et puis après, donc, si nous avons utilisé cette constitution et que au temps d'élection, il n'y a pas eu de problème, et que c'est peut-être de 2019 à aujourd'hui, avec une loi modifiée, que nous avons autant de problèmes, cela suppose que les anciens ont véritablement sacrifié leur ego pour le pays, au-delà de tout. Chemin de la réconciliation de la table ronde donc de Versailles à la conférence nationale du Bénin, c'est l'ouvrage mis à disposition donc par l'ancien maire de la commune de Ouidah, Séverin Adjovi. En parlant de livres, justement, avec le quotidien Matin Libre, on peut lire ce matin « Comment faire aimer les livres aux enfants ?» Reiki Amadougou donne des astuces. Bon, moi je ne vais peut-être pas me prononcer sur le titre de Matin Libre, mais déjà rendre hommage à une dame brave. Beaucoup sont en prison, sont assez soucieux. Vous les voyez, ils ont totalement dépéri, ils sont malades. Bon, hier, par exemple, j'apprenais de mon épouse que des 2-3 jeunes que je connais qui étaient en prison pour une situation, l'un des 3 est décédé malheureusement hier. Et donc, paix à son âme. Et donc, je vois, parce qu'il y a de la peine en prison. Parfois, les gens pensent que ceux qui sont en prison, oui, quand on va en prison, la prison, ce n'est pas un jeu d'enfant. Mais quand vous voyez cette dame, depuis qu'elle est en prison, même si elle a des soucis, elle contribue à apporter un plus au quotidien des Béninois. Elle propose des thématiques assez intéressantes. Et quand vous la suivez, vous lisez le contenu, vous comprenez que c'est une tête bien faite. Au-delà de ce qu'on peut lui reprocher politiquement parlant, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucun homme n'est parfait. Et donc, ce n'est pas ceux qui lui lancent la pierre qui nous montreront, démontreront qu'ils sont parfaits et qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas faite. Je voudrais lui rendre hommage ce matin pour dire oui, beaucoup de courage à elle, parce que c'est avec de la peine que nous parlons de ces personnes, parce qu'on se dit, des gens qui peuvent apporter un plus dans notre pays, du fait des intrigues politiques se retrouvent en prison, parce que tel ou tel aurait témoigné, parce que autant de choses. Et j'envoie aussi toutes mes pensées positives à Joël Aïvor également. C'est des gens qui pouvaient apporter un plus à ce pays, qui pouvaient aider à ouvrir des portes pour ce pays, mais qui se retrouvent en difficulté. Je demande que Dieu les soutienne et soutienne toutes ces personnes qui, du fait des intrigues politiques, se retrouvent en prison, que Dieu les fortifie et qu'un jour qu'ils sortent. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison, mais est ressorti plus fort. Pourquoi pas? Bonne chance à eux. On finit par Dynamisme Info, Laurent Roland-Toninquès. On parlait du port du casque tout à l'heure. Numéro vert contre les cas d'excès de zèle dans la répression dès le 1er mars, écrit le quotidien. La hiérarchie policière gâche d'éventuels plans de flics indélicats. Non, mais je crois que... On a vu une sortie du responsable. Non, je comprends. En fait, le numéro vert, en fait, c'est beaucoup plus pour éviter... les cas de rançonnement. Les cas de rançonnement, les cas de corruption, les cas d'excès de zèle. D'excès de zèle, tout ça là. Et puis donc, ça fait... Puisque dans cette affaire de répression qui va commencer le 1er mars... Ce vendredi, je pense que dit ainsi, les uns et les autres verront plus de quoi il s'agit et sauront que c'est à quelques jours. Verront l'imminence. Verront l'imminence, justement, de démarrage de cette répression. Oui, dans cette répression, dans une situation de répression, il y a les mécontents, il y a les heureux. Et donc, certainement, ça va être une occasion pour certains. Pensez qu'il peut y avoir des heureux autour de cette répression? Oui, c'est-à-dire les flics indélicats, peut-être? Oui, justement, il y aura des heureux parce que, comme je le dis, que les policiers m'en excusent, les policiers étaient beaucoup plus, donnaient beaucoup de tontines par le passé, ils ne sont plus dans les tontines. Pourquoi?
Mais l'argent qui permettait de faire aussi n'existe plus. Donc, vous faites aussi des investigations par rapport à ce genre de sujet, c'est ça, toute façon, vous savez que je suis sur tous les terrains pratiquement. Et je ne le dis pas au hasard. Donc, pour vous dire pas. Oui, en tout cas, un numéro vert donc, en réalité, prévu pour... Oui, aucun policier ne peut négocier agent de tontine, malheureusement. C'est que le numéro vert permet de les signaler. Et connaissant les Béninois sont mauvais. Est-ce que nous sommes mauvais? Pardon, c'est pas les Béninois. Oui, nous sommes mauvais. Voilà, je suis dedans. Encore qu'il faut... N'allez pas dire... On est dans une dynamique aujourd'hui de refaire l'image du Bénin au plan international. Donc, c'est ce genre de propos qu'on tolérera de moins en moins sur nos plateaux télé. Tolérer moins. Oui. Je le dis pas au sens Benoît était mauvais. Ah bon? Oui, Benoît était mauvais. Vous avez changé le cœur de tous les Béninois? C'est un processus qui est en cours. C'est un processus qui est en cours. Valorisons le Bénin. Non, écoutez, le Béninois, c'est de bonnes personnes. Quand je dis... Le Béninois est une belle personne. Les Béninois sont de belles personnes, de belles et bonnes personnes. Quand je dis nous sommes mauvais en réalité, il faut que les gens aillent dans les nuages et interpréter Laurent Dites-le clairement. Non, mais écoutez, non, ce que je dis c'est simple. C'est que des gens voudront à tout prix montrer qu'ils ont corrompu un policier et justifié pour jeter de l'opprobre sur les policiers. D'ailleurs, dans l'adresse du commissaire-major, il a été fait mention de ce que la police républicaine s'est dotée de caméras piétons. Oui. Et donc, oui, au détour de cette phase répressive, les flics auront ces caméras piétons sur eux. Donc, normalement, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait pourra être visionné après. Oui, ce qui pourrait, dans une certaine mesure, limiter aussi les casses. Non, je crois que... Et donc, ne pas faire l'affaire, finalement, de ces flics indélicats. Ces flics indélicats, il y a encore. Non, le problème, je vous explique. Si vous sortez de votre maison sans casque, ou que vous ne mettez pas la ceinture de sécurité de la voiture, ou que vous ne mettiez pas... Ou que vous n'êtes pas à jour. Ou soit que vous êtes au téléphone et qu'on vous arrête, et que c'est vous qui voulez glisser 5 000 francs au policier. Voilà. Si sa caméra est activée, il va enregistrer, il va vous dénoncer. Il refusera il va vous dénoncer et vous allez faire les frais. Il dénoncera. C'est vrai que la caméra, certains peuvent vous désactiver. Oui, encore qu'on n'est pas sûr que tous les flics auront ça. Mais c'est déjà un bon début. Je pense que les gens doivent faire attention. C'est-à-dire que les flics seront dans leur rôle. Et sachant très bien qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la radiation sans état d'âme. De la retraite d'office? Non, pas retraite d'office. D'accord. Non, mais écoutez, il y a des gens qui sont tombés dans les paroles, qui ont été radiés. Plus loin, simplement. Il n'y a pas d'état d'âme maintenant. Donc, si vous tombez dedans, si pour 2000 francs, vous voulez... 1000 francs même parfois. Parce que quand vous prenez dans la police, il y a des gens qui sont allés à la police pendant que leurs papas ont vendu tous leurs biens pour investir. Bien sûr, bien sûr. Espérant justement un retour sur investissement. Les parents ont vendu passer de 5 millions ou 3 millions mis un enfant à la police. Pas le passé, c'est pas... Bon, maintenant, je n'en sais rien. Non, les choses ont changé. Mais les enfants, celui pour qui on a vendu le bien de la famille, gagne peut-être 90 000, 120 000 mais tout au moins, au moins, c'est une image, c'est un honneur. Maintenant, vous voulez... C'est un fonctionnaire d'État. Voilà. Donc, un homme tous les avantages un homme en uniforme. Un homme en uniforme. Donc, du coup, si vous voulez gâcher sa vie, alors qu'il représente l'espoir de sa famille, il va vous livrer et vous allez faire les frais. Et je crois que la criette là-bas, allez lire. En fait, je voulais demander aux citoyens d'aller lire la loi sur la corruption au Bénin, de voir les infractions. Si vous faites l'erreur, vous tombez dedans. Alors, comme on dit en fond, à rototo. Une bonne nouvelle quand même, hein, par rapport au démarrage donc, de cette répression dans... moins de 4 jours, déjà lundi, c'est le vendredi prochain. J'espère que vos papiers sont à jour. Oui, moi j'ai tous mes documents à jour. Alors oui, on apprend que par rapport à l'immatriculation des motos, cela n'est pas pris en compte pour la répression qui démarre ce 1er mars. Oh oui, j'ai pu voir qu'ils ont revu quelques infractions. Ce n'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte. Moi, je voudrais déjà demander, parce qu'un citoyen l'a proposé, il faut que l'ANAT délocalise ses services en envoyant les plaques de certaines... c'est vrai qu'au départ, quand vous le faisiez, on ne sait pas si vous êtes... peut-être déménagé ou à Parakou ou à Cotonou, donc c'est compliqué. Et par là même, il faut préciser que tous ceux qui, comme mon interlocuteur, ont lancé le processus et dont les places sont déjà disponibles depuis Mathusalem et qui ne sont pas allés les chercher,
allez chercher vos... Maintenant, allez chercher vos plaques. Je pense Oui. que pour poser aussi quelque chose, vous savez, on a parlé de TVM, visite technique, avant d'aller faire l'assurance. Oui. Il se peut que, je prends mon cas, ma voiture, depuis mon accident, est au Oui, garage. bien sûr. Le jour où je sors la voiture du garage et que je vais aller à l'ADA pour faire la visite technique, technique, la TVM, il non, se peut que je... Oui, non, je pense qu'il faut d'abord faire la TVM et après, Oui. c'est à base de la TVM qu'on vous délivre Oui. donc, Mais la dans visite le cas- technique et oui. après vous allez faire l'assurance. Alors, dans le cas où je prends la route pour aller faire la visite technique, Oui, et quand vous... qu'on m'arrête par exemple à Guetagbo ben, ou à Toula. Vous voyez, donc je pense que la police doit trouver une formule pour dire, si vous voulez aller faire la visite technique à l'ADA, par exemple, à Secours, par exemple, première chose, passer par le commissariat de centre de Calavi. Peut-être pour déclarer, pour avoir un document. Oui, ou le commissariat d'Akassato, on vous donne un document. Et ça, c'est 24 heures. 24 heures pour aller le faire. Pour aller le faire. Et là, on ne vous arrête pas. Sinon, il y aura des cas comme ça, les gens vont commencer à crier. Donc, il faut trouver la formule pour aider les populations. Merci. C'est moi. À vous, Laurent, Roland, Tony, Nikies.